Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 73. Déjà 73? Ouais, comme à chaque semaine, c'est un épisode de plus. Là, Ça avance. La vie est courte, puis on fait ce qu'on peut. Ouais, moi j'ai une petite semaine pour moi cette semaine. J'ai pas grand-chose, mais ouais? j'ai des bons films, fait que c'est correct. Ben, moi, deux grosses nouveautés. Fait que ça va jaser par là. Ben, pour vrai, j'ai une petite semaine aussi. 4 petits films. Mais des bons films. Des bons films, je pense, que tu n'as pas vu non plus. Ben, donc, les deux nouveautés, c'est sûr que tu n'as pas vu. Là. Mais il y a deux autres films qui sont quand même assez vieux, puis qui passent un peu inaperçus. En tout cas, on jase de ça. OK. Ah, qu'est-ce que tu regardes cette semaine? Veux-tu commencer avec, je sais pas, Top Gun ou l'autre? Là? Je vais commencer avec mon coup de cœur de la semaine. OK, vas-y. Ben, j'ai deux coups de cœur, mais je vais commencer avec 2. Donc, je commence avec Top Gun, Maverick. Top Gun. C'est-tu aussi impressionnant que ce qu'ils disent? Ben, pour vrai, j'ai eu un good feeling là, pendant le film. Tu sais, moi, j'ai lu des critiques comme quoi c'était le blockbuster parfait. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que tout plein de bonnes notes là, partout sur Fresh Rotten Tomatoes. Puis, tu sais, le Metascore, je ne sais pas c'est combien qu'il donne. Il était comme au moins 80 que je pense. C'était un bon score. Okay. Tu vas aller voir, là? Ben, tu sais, comme si t'es un cinéphile puis que comme tu tripes ces films d'auteur, c'est sûr que tu trouveras pas comme ton 78. Okay. C'est pas super, c'est bon. Mais tu sais, c'est sûr que si tu tripes ces films d'auteur, puis que tu vas voir ce film-là en te disant « Ah, ben ça a l'air que c'est un bon film, je vais voir si c'est vraiment vrai. » c'est sûr que tu vas critiquer le film sur tout ce qui se passe autour parce que c'est un blockbuster, on va le dire. Là. Si vous allez voir ce film-là, c'est que vous voulez voir juste un film divertissant avec Tom Cruise en pleine forme, puis de la bonne musique, des bonnes rides d'avion. Pour vrai, il est une barre vraiment, plusieurs barres au-dessus du premier. L'original, qui est quand même un classique pour cette génération-là qui ont grandi dans les années 80, puis moi, je l'ai vu tout jeune, Top Gun, puis j'aimais ça, mais ça n'a jamais été comme un classique du genre « Ah, j'écoute ça à chaque été, puis je capote. » Mais la génération qui ont grandi dans les années 80, puis c'était... Il y a une toune dans Top Gun, là, je me rappelle plus de titre, mais c'était la toune de cette époque-là, puis tout ce qui est... toutes les répliques de Top Gun, il y en a qui connaissent ça par cœur, parce que... c'est un blockbuster, là, le premier Top Gun. Puis c'est Tony Scott qui l'avait réalisé. Fait que là, Tony Scott étant mort. Ah, il est mort. Ouais, ben il est mort. Ah, mais c'est-tu le frère de Ridley Scott, Tony Scott? Ouais, c'est le grand frère de Ridley Scott. Puis c'est lui qui a fait beaucoup de films là, avec Denzel Washington aussi, là, dont un de ses derniers qui était Déjà Vu. Là. OK. L'homme en feu aussi, je pense. C'est lui, Tony Scott, ou c'est Ridley Scott, en tout cas? Des fois, les deux frères se produisaient la toune, c'est Take My Breath Away. C'est ça, c'est cette toune-là. Puis, tu sais, aussitôt que tu l'entends, c'est une toune vraiment entraînante, tu sais. Puis là, Top Gun Maverick joue beaucoup sur la nostalgie. Donc, c'est quand même c'est un requel, un peu comme on parlait, tu sais, le mot que Scream 5 a établi, là, un requel, c'est que même s'il n'y a jamais eu de suite après le premier Top Gun, ben là, celui-là, c'est une suite, mais qui joue beaucoup sur la nostalgie puis qui fait beaucoup de retours en arrière sur les événements du premier film. Dans le fond, le gros punch dans le premier film, sans vouloir spoiler, mais c'est quand même un film vieux de 40 ans, c'est que le coéquipier... dans le fond, je vais expliquer l'histoire du premier film, juste pour vous mettre en scène. Top Gun, c'est une école
pour aviateurs de la marine, là, de Naval. Puis là, c'est comme tous des jeunes qui sont à cette école-là pour donner les meilleurs pilotes d'avion, de jet, puis tout pour l'armée. Fait que t'as Tom Cruise qui joue le rôle de Maverick. Dans le fond, ils ont tous des noms. Son vrai nom, c'est Pete. J'oublie son nom de famille, c'est Pete quelque chose. Mais son nom de pilote, c'est Maverick. Puis tous les pilotes qui sont là, ils ont un nom de pilote. Là. Fait que tu as Val Kilmer dans le premier film qui, lui, se fait appeler Iceman. Puis Val Kilmer dans le premier film, c'est un peu son ennemi, parce que c'est la grande gueule qui se pense meilleur que tout le monde. Mais Tom Cruise aussi, il a une grande gueule puis il se pense meilleur que tout le monde. C'est Pete Mitchell. Mitchell, c'est ça, Mitchell. Fait que le premier film, c'est ça, ils sont tous dans des équipes, mais ils conduisent tous des F-14, fait que c'est quand même des gros engins, là, puis ils sont toujours 2 par cockpit. Fait que Tom Cruise, il y a un coéquipier derrière lui, que lui, c'est plus le navigateur, si tu veux, là, il va lui dire, il y a toutes les espèces de sonars, puis tout. Puis son navigateur, ben, c'est son meilleur ami. Fait qu'ils s'en vont souvent prendre un verre au bord du coin, au coin de l'école, sur le bord de la plage. Puis le film, ça passe juste sur la plage, le bord, puis l'école de Top Gun. Fait que tu te promènes pas. Là. Dans le premier film, ils volent, puis là, il se passe plein d'affaires, puis il y a des bouts comiques, puis il y a des bouts plus dramatique, là, si on veut. C'est plus du mélodrame là, pour ce genre de film-là. Mais il y a une histoire aussi d'amour avec une de ses professeurs. Fait que là, ça se donne. C'est poétique, ça. Ouais, c'est poétique. J'ai pas dit que c'était poétique, mais c'est non éthique. C'est non éthique. Ouais, pas poétique, genre de la poésie. Là, mais... Ouais, ben, tu sais, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Puis, puis là, le gros drame dans le premier film, c'est que pendant une pratique de vol, parce que là, ils se pratiquent pour les pires moments là, de guerre. Fait que là, ils volent, puis là, il faut qu'ils fassent équipe des fois avec 2 avions qui font équipe, puis savoir c'est qui va être le plus rapide en avion. Puis, il y a une manœuvre qui tourne mal, fait qu'il faut qu'il s'éjecte de son cockpit, puis là, en s'éjectant avec son coéquipier, il s'éjecte aussi, mais il meurt en se cassant le cou genre sur l'espèce de fenêtre là, qui se lève. Fait que c'est comme le gros drame du premier film, puis c'est quand même c'est un bout rough quand même, parce que c'était un personnage qu'on aime beaucoup. Là. J'oublie l'acteur qui jouait. Mais il a une moustache, puis le gars il chantait tout le temps, il jouait du piano. Fait que c'était un bon personnage comique, là. Un bon sidekick, si on veut. Puis au final, ben là. C'est Tim Robbins? Non, c'était pas Tim Robbins. C'est quoi ça? Ah, c'est Tom Skerritt, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était lui. Viper. Non, c'était pas Tom Skerritt. Il s'appelait. J'oublie son nom, tu sais. Goose. Ouais, Goose, c'est ça, Goose. C'est Anthony Edwards. C'est ça, Anthony Edwards. Ben, il a souvent fait des films, il me semble qu'il jouait dans Les Incorruptibles aussi. Il a souvent des lunettes dans ces films-là. Là, dans Top Gun, il a une moustache. Puis, sa femme, dans le premier Top Gun, c'est Meg Ryan. Sauf que là, pour la suite, ils ont décidé de ne pas ramener... je pense que Meg Ryan, elle voulait pas revenir. Puis non plus celle qui jouait la blonde de Tom Cruise dans le premier film, parce qu'elle, ça fait plus de films, ça fait quand même un bout, puis elle s'est laissée aller un peu. Mais là, les deux étaient d'accord pour que leur personnage comme disparaisse, si tu veux, là, du film. Fait que dans la suite, vu que ça joue sur la nostalgie du premier film, le gros drame du premier film, c'est la mort de son meilleur ami. Puis là, le Top Gun Maverick, c'est Maverick, donc Tom Cruise, que lui est encore capitaine. Là. Il n'a jamais été comme sur un grade supérieur. Là, il fait des tests d'avion pour savoir les nouvelles avions qu'il fabrique là, pour l'armée et tout. Puis là, il est comme, si tu veux, il est comme obligé d'aller à Top Gun pour apprendre à des pilotes qui sont déjà expérimentés, les meilleurs pilotes qu'ils ont dans dans l'armée, pour une mission qui se passe en territoire ennemi là, pour aller faire exploser des roquettes, là, des trucs comme ça.
Fait que là, lui, il a pas le choix d'accepter, sinon c'est le renvoi. Fait que là, lui, c'est comme sa vie, c'est juste ça, voler. Fait que là, il dit bon, OK. Mais il pense qu'il va faire partie de la mission, puis c'est pas ça, c'est de juste enseigner aux jeunes, de comment faire à sa méthode, puis tout. Fait que là, il est comme bon, fuck. Mais dans l'équipe des jeunes, il y a le fils de son meilleur ami, qui là, il est plus vieux. Puis il y a comme une histoire derrière ça. Puis le fils de son meilleur ami, c'est Miles Taylor qui le joue. Puis il a la même face que son meilleur ami. Il a une moustache, il joue du piano comme son père. C'est très nostalgique pour ça. Puis là, Tom Cruise, il arrive, puis il le voit. Puis là, ils sont comme un peu en conflit depuis quelques années. Parce qu'il l'a comme élevé un peu comme son fils. Mais là, il a fait une bavure là, il y a quelques années aux jeunes. Fait que là, le jeune, il veut plus le voir. Puis là, c'est un peu le bordel. C'est un peu un drame entre les deux. Mais là, ils vont apprendre à faire équipe, parce que faut qu'ils réussissent la mission, parce que sinon, c'est le sort de l'humanité, Ben. C'est le sort de l'humanité. Mais ce que j'ai aimé du film, c'est toute cette espèce de tension-là entre ces deux personnages-là, parce que c'est beaucoup axé là-dessus, le film. Puis t'as d'autres pilotes aussi, qui sont... t'en as un qui est baveux, il s'appelle Hangman. Puis, il ressemble un peu, justement, au personnage de Val Kilmer, qui est Iceman, là, dans le premier film. C'est un peu un baveux qui se pense le meilleur, puis, il pense qu'il va tout gagner, il va tout gagner, faire partie de la team, puis tout. Mais ce qui est vraiment impressionnant dans le film, c'est la façon dont ils ont filmé les scènes de combat dans les airs, puis tout. Là. Je pense ça, c'est vraiment révolutionnaire. Mais je pense que c'est juste des prises de vue réelles. Il n'y a pas de CGI, il n'y a rien. Là. Non, il n'y a pas de CGI. C'est fou. Puis, je pense pas qu'ils sont tous dans les vrais cockpits, là, quand ils filment dans le cockpit. Mais, souvent, ils sont comme derrière un vrai chauffeur. Là, puis là, c'est comme s'il chauffait aussi. Mais, non, c'est vraiment impressionnant. Puis le son, c'est sûr, c'est un spectacle. Fait qu'il faut voir ça sur le grand écran avec le meilleur son possible. Puis, pour vraiment vivre, quand ça vibre, là, quand le bruit est fort. Puis, non, c'était vraiment impressionnant pour ça. Puis l'histoire en général est très bonne. C'est une histoire classique d'une école qui. Des jeunes qui s'entraînent pour une mission. Puis que là, Tom Cruise, c'est comme le père, c'est comme le prof qui doit gérer tout, mais en même temps, lui, il n'est pas gérable. Fait que, ça revient un peu à un étudiant un peu comme eux. Fait qu'il se retrouve dans eux, puis tout le kit. Là. Mais c'est ça. Moi, selon moi, c'est un blockbuster parfait, comme les critiques disent, parce que je peux t'en nommer plein des blockbusters de ce même genre qui m'ont fait le même feeling, puis qu'encore aujourd'hui, je les regarde, puis j'ai encore l'espèce de good feeling quand tu regardes un film comme ça. C'est sûr, la musique, elle joue beaucoup, mais c'est aussi avec les prises de vue, puis les espèces de dialogues un peu à l'eau de rose, là, qui sont vraiment, c'est facile. Je suis sûr que Sébastien Rose dirait c'est un mauvais dialogue, mais ça donne quand même beaucoup d'émotions dans une scène. Puis, admettons, je peux citer The Guardian avec Kevin Costner puis Ashton Kutcher. Là. J'en avais déjà parlé. C'est une école, c'est Kevin Costner qui forme des sauveteurs en mer. Oui, je me rappelle, ouais. C'est ça, ils sont un peu alarmés. Ouais. Mais sinon, tu as Annapolis, c'est avec James Franco. Tu as Derrière les lignes ennemies. Tu as plein d'espèces de films, justement, qui sont plus dans l'armée, mais tu as aussi des films de police qui se passent dans des écoles. Puis là, c'est tout le monde qui veut la meilleure place. Fait que c'est très classique comme scénario. Mais ce film-là, Top Gun Maverick, ça dépassait quand même les attentes de ce genre de classique-là. T'sais. Ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment impressionnant. C'est intéressant. C'est ça. Ben, il y a beaucoup de punch aussi qui pour nous faire surprendre durant le film. Là, c'est pas, là je ne vous ai pas tout raconté. Penses-tu que quelqu'un qui n'a pas vu Top Gun trouverait ça... il perdrait quelque chose peut-être en n'ayant pas vu le premier ou pas? Ben, je pense pas parce que moi, je suis allé avec des gens qui se rappelaient même plus du premier. Là. Ça fait tellement longtemps. Mais même si tu l'as jamais vu le premier, tu vas comprendre ce qui se passe dans ce film-là parce qu'il y a des backgrounds, il y a des flashbacks pour te montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans
dans le premier. Puis, c'est sûr, là où il comprendrait peut-être moins, c'est parce qu'il y a Val Kilmer qui apparaît dans le film. Moi, je pensais pas qu'il allait apparaître vu qu'il a le cancer de la gorge. Mais il apparaît dans le film, puis c'est vraiment émotionnel là, comme scène, c'est vraiment bon. Puis, parce que les deux, c'était des ennemis dans le premier film. Mais là, dans celui-là, tu sens qu'ils ont une complicité, puis c'est des meilleurs amis. Parce que dans le fond, c'est Val Kilmer qui est le grand commandant, puis c'est lui qui décide d'inclure Maverick pour enseigner aux jeunes dans la mission. Fait que, c'est ça qui les rapproche un peu l'un de l'autre. Là. Puis c'est quand même très bon comme scène. Là. Mais comme ça, celui qui n'a pas vu le premier film, il sait pas tant c'est qui Iceman. Il comprend pas tant pourquoi ce moment-là il est très émotionnel. Là. Fait que c'est sûr pour cette scène-là, ça serait bien de voir le premier, mais c'est juste une scène parmi tant d'autres. Là. OK. Mais je pense juste pour l'aspect technique, ça doit être vraiment fou. Fait que ça vaut la peine, j'imagine. Ah oui. Ben, juste pour le film en entier, tu sais. Excellent. C'est qui réalise ça? C'est Joseph quelque chose. ça m'a pas resté en tête. Sais-tu, il a fait quoi d'autre? Non, je ne me suis pas renseigné. Je vais checker. OK, moi aussi. Joseph Kosinski, OK. Il a fait Seuls les Braves, c'est lui qui a fait ça. Ah, tu vois, c'est un autre film un peu du même genre. OK, Oblivion, c'est lui. Il a fait Tron aussi, Tron Legacy. Là. OK. OK, ça, c'est lui qui a fait ça. Bon, tu vois, Only the Brave, c'est un peu le même genre de scénario. C'est des jeunes qui apprennent. Ben, c'est Miles Taylor qui est nouveau dans cette brigade-là. C'est des chantiers pour éteindre les feux d'arbres. Les feux de forêt. Ouais, des feux de forêt. Puis là, eux autres, ben, ils doivent brûler comme certaines parties de la forêt pour empêcher le feu de se propager. Fait que quand même impressionnant comme film. Top Gun, Maverick. Moi, je pourrais aller avec un film que j'ai bien aimé. Ben oui, vas-y. Un film que je pense que tu apprécies toi aussi. Aïe, aïe. Avec un réalisateur que tu apprécies, puis que moi j'apprécie un peu moins, mais j'apprécie le film pareil, c'est Guy Ritchie. Guy Ritchie. Oui. Parce que on se rappelle qu'on a eu un échange sur The Gentleman, puis que c'était vraiment pas bon, The Gentleman. Oui, ben on a essayé de battre, parce que moi j'ai quand même aimé ça. Ça t'a quand même donné le goût d'écouter un autre film de Guy Ritchie. Ah, pour une raison en particulier aussi, là. C'est que ouais. j'ai regardé The Man from U.N.C.L.E. de Guy Ritchie. Film de 2016, je pense. Oui, dans ces coins-là. Ouais. Que dans le fond, ça, c'est une reprise d'une série télé de je sais pas quelle année, mais c'est une vieille série télé que les années 80, il semble. Puis qu'il y aurait, ça amène une suite à la fin, mais je sais pas, ça va venir, je pense pas. Ça viendra pas. Je pense pas, ouais, non. Dommage, parce que c'était le fun. Ouais. Mais en même temps, ça amène une suite, mais en même temps, même s'il n'y en aura jamais, ça reste comme ils vont continuer de faire l'émission, puis c'est tout. T'sais. Ouais, mais ça a été le fun de les revoir encore, parce que c'était fort sympathique comme film. Puis dans le fond, c'est The Man from U.N.C.L.E., c'est durant la guerre froide, je pense que c'est en 1960 que ça se passe. Ouais. Puis t'as genre une fille que son père il a été kidnappé, puis c'est genre un ancien nazi, ou c'est pas trop clair. Là. Ou c'est son oncle qui est un nazi, puis son père il est comme pris là-dedans. Ouais. Puis là, le père il a comme une recette pour une bombe atomique. Puis là, il y a comme deux entités qui essaient d'aller chercher. Puis tu as un agent qui est Henry Cavill, qui est Napoléon Solo, qui est un Américain. Puis tu as en même temps Armie Hammer, qui est un Russe, que je me souviens jamais de son nom, Ilya quelque chose. Tu sais. Ouais. Là, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je peux pas vraiment t'aider. Puis là, les deux, dans le fond. Ilya Kurakin. Kurakin? OK. Ouais. Puis là, dans le fond, c'est ça. Là, Henry Cavill veut empêcher le Russe d'aller chercher Alicia Vikander qui joue la fille. Mm-hmm. Puis l'inverse est bon aussi. Mais là, un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont une mission commune. Puis là, c'est un genre un bon cop, bad cop classique que c'est deux personnes qui ne s'entendent pas et qui doivent travailler ensemble. T'sais. C'est ça, ils n'ont pas le choix de faire équipe. Pour essayer d'attaquer une entité plus forte qui veulent détruire le monde ou je sais pas trop. Elisabeth Debicki, là, très sympathique. Puis c'est ça. Fait que, dans le scénario, c'est un scénario très classique. Ça surprend personne, puis c'est du fun pareil. Là. C'est un genre de James Bond, peut-être moins poussé qu'un James Bond, mettons. Là. Ouais.
Puis, sauf que, ouais. Il y a des bonnes scènes comiques aussi. Oui, puis Alicia Vikander est magistrale. Elle a un personnage qui est dur à défendre, qui n'est pas super bien écrit tout, mais tellement bonne que ça sort bien. C'est ça. Puis, mais Henry Cavill, je trouve, il vole aussi un peu la vedette là, dans son rôle là, de Napoléon. Là. Ouais, t'as juste Armie Hammer qui est comme frette un peu, là, mais c'est un russe, fait que ça se peut que ça marche, là, c'est un russe. Ouais. Puis, tu sais, même si le scénario est un peu flat puis un peu prévisible, la touche visuelle était écœurante, la musique était écœurante. Tu sais, la poursuite de char au début, c'est comme 10 minutes. Ah oui. Il y a juste Armie Hammer qui court après Henry Cavill, puis c'est tellement bien réalisé, c'est tellement beau, là, c'est écœurant. J'ai vraiment aimé ça. Un petit char en plus allemand. Là. Ouais. Puis surtout aussi, on voyage, si on va dans des pays en Espagne, puis c'est tout le temps des beaux paysages, c'est vraiment le fun. Puis c'est beau à voir, c'est beau visuellement, c'est le fun. Je le conseille fortement, ce film-là. Là. Non, c'est vraiment un film. C'est un bon divertissement, là, tu sais. Juste pour Alicia Vikander, ça vaut la peine aussi. Puis ceux qui sont intéressés, c'est le film aussi qui a mis sur la liste pour le futur James Bond. Ils ont mis sur la liste Henry Cavill, là. Vu qu'il y a un peu le style de James Bond là, dans ce film-là. Ben, pourquoi pas? Fait que, à suivre. Ouais, pourquoi pas? Il y a quand même un look sympathique. Pourquoi pas? Ouais. Mais ouais, moi, j'adore Guy Ritchie. Très bon réalisateur. Il y a un film qui sort prochainement là, avec Jason Statham. Ça s'appelle, ça a l'air bizarre un peu, mais ça s'appelle Opération Fortuite, quelque chose comme ça. Je vais aller voir. Jason Statham, puis encore Hugh Grant, parce que Hugh Grant, il joue dans The Man from U.N.C.L.E. Ouais, il jouait qui, hein? J'ai vu son nom, je l'ai comme pas spoté. Ah, tu l'as pas remarqué? C'était un des agents... je me rappelle plus exactement. Oui, le boss. C'est pas un boss, ben c'est comme le boss des deux, tu sais. Ouais, oui, ok. Ouais, c'est comme le nouveau boss de cette équipe-là, puis il mange tout le temps, il me semble, des olives. Ouais, ok, ouais, je le vois. Tu le vois à la fin, là. Tu sais, à la fin, quand ils sont sur le toit, là. C'est Opération Fortune, ruse de guerre. Oui, c'est ça. C'est avec Jason Statham. Ben, dans le fond, le dernier film de Guy Ritchie, c'était avec Jason Statham. Là. C'était Wrath of Man. Wrath of Man. Puis c'était Jason Statham qui braquait des... il braquait pas, mais il cherchait des braqueurs qui ont tué son fils. Puis là, c'est encore avec Jason Statham, mais ça a l'air plus d'une comédie. Aussi, Josh Hartnett, qui jouait aussi dans son dernier film. Fait que, il travaille souvent avec les mêmes acteurs. Je trouve, comme on se l'est déjà dit, je trouve ce fait-là de travailler avec toujours les mêmes acteurs, les mêmes gens, mais ça montre quand même une espèce de famille. Ça montre qu'il y a quand même une belle c'est comme si tu sens qu'il le fait pour le plaisir aussi. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, comme ces derniers films, c'est moins, je trouve, c'est moins impressionnant comme scénaristique puis visuellement parce que c'est souvent des VVS films qu'il fait. Tu sais, Le Gentleman, c'était ça. Wrath of Man, c'était ça aussi. Puis le prochain, ça va être ça aussi. Fait que je trouve, tu sais, c'est sûr que ça doit leur coûter moins cher, tu sais, parce que c'est pas un studio qui a tellement d'argent, là, comme Universal ou Warner Bros. Mais je trouve que tous ces autres films d'avant, il y avait plus me semble, de budget. Fait que ça passait mieux un peu. Là. Ben, moi, je serais curieux de voir ses premiers comme Snatch, puis je sais pas ce quoi les autres, là, mais je serais curieux de voir ça. J'ai pas vu. Lock, Stock and Smoking. Quelque chose comme ça. J'ai vu les Sherlock Holmes, je pense, et tout. T'as-tu vu Rock'n'Roller? Non, j'ai pas vu. Okay, c'était quand même bien aussi. Fait que, lui, c'est un Américain, ce gars-là, ou c'est un Britannique, Guy Ritchie? C'est un Britannique, là. Okay. Ouais. C'est un Britannique, là. T'as tout le temps plein de... C'est pour ça qu'il travaille souvent avec Jason Statham aussi, parce que Jason Statham est britannique, là. Il était marié avec Madonna. Oui, malheureusement, oui. Malheureusement. C'est ça. Sinon, il y avait le roi Arthur qui avait fait. Là. Moi, j'avais bien aimé, mais ça aussi, ça annonçait une suite, puis comme la vraie histoire du roi Arthur, mais je pense pas qu'il y aurait de suite, malheureusement. Dommage. Moi, j'avais quand même aimé ça. Je l'ai pas vu. Ça fait un job, c'était. En tout cas. Good.
Ah, C'est ça, The Man from Uncle, je le conseille. Je l'ai trouvé chez Jean Coutu comme 6 piastres. Fait que aïe aïe! ça se trouve, hein, ça se trouve partout. Ah ouais, ben écoute. Ben, t'allais trouver d'autres choses aussi, là? The Nice Guys, puis The Graduate en Blu-ray. Aïe aïe. Ben, regarde. Écœurant. Ça fait la job. Quand ça fait la job, ça fait la job, c'est tout. Ça fait la job. J'ai. Là, il reste 3 minutes avant que ça coupe. Là, OK. Est-ce que. Ouais, je peux te parler peut-être d'un film que j'ai moins long à dire, là. OK, vas-y. Ouais, j'irai pas avec mon autre coup de cœur de la semaine. Je vais te parler de Field of Dreams. Hey, j'avais le goût de le regarder cette semaine. En plus, c'est bien bizarre. C'est vrai? Je l'ai pas regardé, mais j'avais le goût. Ben, je l'ai regardé parce qu'on parlait de Ray Liotta la semaine passée, vu que Ray Liotta il est mort. Puis il a quand même un bon rôle dans ce film-là, un second rôle. Là. Comme on disait, il joue souvent des seconds rôles, mais c'est comme un second rôle qui l'a fait beaucoup connaître là aussi. Fields of Dreams, c'est un film de 1989, si je ne me trompe pas. Puis ça met en vedette Kevin Costner, un jeune Kevin Costner qui a un rêve. Ben, dans le fond, il n'a pas un rêve, mais c'est un fermier. Il a comme acheté tout jeune une ferme avec sa femme, puis là, ils ont une fille. Puis, mais tu sais, c'est pas un fermier dans l'âme. Là. Puis il a comme un mauvais souvenir de son père, parce que son père, il est comme devenu vieux vite. Puis il n'a jamais pu jouer vraiment avec son père, comme un enfant peut le faire. Puis il est mort quand même, tu sais, quand Kevin Costner était jeune. Puis le seul point commun dans le fond qu'il avait avec son père, c'est qu'ils aimaient tous les deux le baseball. Puis ils se parlaient souvent de baseball quand ils étaient jeunes. Puis là, il y a comme une espèce de voix qui l'appelle durant la nuit. Build it and they will come. Hein? Tu l'as-tu déjà vu? Ouais. OK. T'as l'air excité comme un petit enfant. Ah ouais. C'est un film que t'adores? Je l'ai vu une fois, je pense, mais je l'ai trouvé à la maison d'entraide l'autre jour, puis je l'ai pris. Mais ouais, c'est... Pour vrai, moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je l'ai écouté quand j'étais jeune. Puis c'est un film... tu sais, on dirait que ça se fait plus des films comme ça, que... Tu sais, le scénario est tellement... Il est quand même simple. Puis c'est très fantaisiste, c'est très fantastique, mais tu sais, t'as la bonne musique qui vient comme jouer dans les scènes. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais c'est un film qui te reste comme en tête, puis que, tu sais, ça te fait rêver, parce que cette voix-là... elle lui dicte, dans le fond, elle lui suggère de faire un terrain de baseball sur. Ben, c'est ce que lui, il comprend. C'est une voix qui lui dit quoi, puis lui, il comprend qu'il faut qu'il fasse un terrain de baseball dans son champ de blé d'Inde. Fait que là, il coupe comme la moitié de son champ de blé d'Inde, fait que il perd de l'argent et tout, pour faire un terrain de baseball. Puis là, la voix, ça lui dit construis-le et il viendra. Ouais. Puis, mais il ne sait pas qui viendra, il ne sait pas. Au début, il ne sait pas quoi construire. Puis là, il y a comme une illumination qui dit un terrain de baseball. Puis là, il pense à Showless Joe, qui est. Joe Jackson. Ouais, Joe Jackson. Je le connais pas comme joueur de baseball, mais c'est un vrai joueur de baseball. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est quoi l'histoire des Black Sox? Tu comprends c'est quoi cette histoire-là? Ouais, ben moi, je le comprends par ce film-là, mais j'ai pas rien suivi de ça. Mais toi, un sportif dans l'âme quand même. Ouais. Tu connais vraiment la véritable histoire. Ouais. Ben, j'ai pas le temps d'en parler tout de suite. Ça va couper. Ouais, non, c'est ça, on en parlera. Mais le film se base un peu sur cette histoire-là. Puis. C'est ça. Joe Jackson, c'était l'équipe, je pense, de 1919. Je pense qu'à l'époque, c'était les Black Sox de Chicago, qui sont devenus les White Sox de Chicago. Mm-hmm. Puis c'était une équipe qui ont fait exprès de perdre la série mondiale parce qu'ils se sont fait avoir par la mafia, puis ils ont donné de l'argent pour que s'ils perdaient, la mafia gagnait de l'argent. Puis finalement, ils n'ont jamais payé les Black Sox, ils sont tous fait crosser. Puis c'est ça. Toute l'équipe au complet s'est fait bannir de la ligue. Parce que ça s'est su, dans le fond. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Joe Jackson était dans ça, puis il a payé pour ça. Ouais. Puis, tu vois, le film en tant que tel explique pas comme à long et en large cette histoire-là, mais si tu connais l'histoire, tu comprends bien le film encore plus, mais ça explique quand même bien l'histoire, comme quoi c'est une équipe qui se sont fait bannir justement, et qui n'ont jamais pu rejouer au baseball normalement dans les ligues majeures. Là. Puis, dans le fond, ça explique aussi que Joe Jackson, c'était comme le meilleur scoreur, le meilleur batteur là, au bâton. Puis même que Babe Ruth aurait pris comme son inspiration de lui, là, comment il
comment il se rappelle les balles, toute l'équipe. Ça devient encore plus une espèce d'icône pour ces admirateurs-là de joueurs de baseball. Puis pour le personnage de Kevin Costner, son père, Joe Jackson, ben, c'était comme son idole, si tu veux. Fait que pour lui, c'est comme, OK, je construis ça, puis Joe Jackson va venir, va pouvoir jouer au baseball encore comme dans le temps. Il va comme revenir des morts pour se racheter, si tu veux, ou continuer de jouer une dernière fois au baseball, puis aller dormir en paix, si tu veux. Fait que pour lui, dans le fond, c'est comme une illumination qu'il a pendant une soirée là, dans son champ. Puis, fait que là, il décide, il construit le terrain de baseball, puis il attend. Puis là, il voit qu'il y a des dettes, il perd de l'argent, parce que son champ de blé d'Inde, il est coupé à moitié. Puis là, ben, tout d'un coup, il voit un joueur de baseball sur son terrain, puis là, il s'en va le voir, puis c'est Showless Joe Jackson qui est là, puis c'est Ray Liotta qui joue, puis il fait juste lui dire salut. Kevin Costner, il dit ben salut, ça va? Il dit ouais, sais-tu jouer? T'sais? Fait que là, les deux commencent à jouer ensemble, puis là, ben, le fil en aiguille, Ray Liotta, il dit je peux-tu amener mes coéquipiers? Il aimerait bien ça jouer. Fait que là, il dit ben ouais, pourquoi pas? Puis là, ils sont comme 8 à arriver le lendemain. Puis là, ils sortent tous du champ de blé d'Inde. Fait que c'est quand même c'est curieux, c'est intriguant comme situation. T'sais. Puis là, ben là, Kevin Costner, il continue d'entendre une voix, puis ça finit plus. Là, il entend comme d'autres paroles. Puis là, il comprend pas pourquoi, parce qu'il dit j'ai fait ce qu'il m'a demandé, j'ai construit un terrain, puis ils sont venus jouer. Fait que là, il creuse encore plus, puis là, il se rend. Parce que là, ça se passe en Iowa, dans sa ferme, dans le fond. Puis là, il se rend, je pense, à Chicago, puis il fait quand même le tour de plusieurs étapes pour aller chercher justement d'autres personnes qui seraient comme décédées, si tu veux, mais de fil en aiguille, il tombe sur son auteur préféré à lui puis sa femme. Il s'appelait Tannen Main, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est James Earl Jones qui joue. Puis, lui, là, il a comme une connexion avec tout ça. Fait que là, il suit les voix qui l'appellent, puis comme à la fin du film, ben, il construit justement l'espèce de... Pas il construit, il réussit à si tu veux, faire libérer cette voix-là de son être, parce que c'est comme une voix de l'au-delà qui l'appelait. Puis à la fin du film, tout est beau, puis c'est vraiment juste très nostalgique comme moment. Puis, parce que lui, dans le fond, il faisait ça plus aussi pour son père. Fait que là, à la fin, il y a une histoire aussi avec son père qui revient. Fait que c'est très émotif là, comme film. Puis tout est parfait, tout est beau. Ouais. Je le conseille vraiment à tout le monde. C'est un vieux film, mais ça s'écoute vraiment bien, pour vrai. Puis, je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans. Ouais. La MLB sont allés jouer une game là-bas pour vrai. Puis ça devait être absolument Ouais, magique. je pense qu'ils ont fait un terrain exactement là où c'était filmé. Puis là, t'as Kevin Costner qui sortait Ouais. Ah, c'était pour l'ouverture. c'était... Il sortait du champ de blé d'Inde. Là, tout le monde criait. Ah! Quand tu vois les joueurs rentrer sur le terrain, ça va être magique. C'était beau à voir. Là. Ah, ben oui. C'est ça. Ben, tu sais, c'est un film aussi de. Justement, on parlait de Top Gun des années 80, la génération qui ont trippé sur Top Gun. Ben, tu sais, ça en est une là, génération complète qui ont trippé sur ce film-là. Puis, tu sais, tout le monde, tu sais, en français, ça s'appelle Le Chant des rêves. Puis, tu sais, il n'y a pas grand monde qui se souvienne du titre, mais mettons, ils vont t'expliquer le film. Puis, ah ouais, je me souviens, le film de Kevin Costner, il construit un terrain de baseball, puis les fantômes. Puis, ah ouais, j'adore. Il y en a beaucoup, là, des gens comme ça, Ben. C'est clair. Ben, je le conseille à tout le monde. Fields of Dreams. Ouais. Suivez les voies, gang. Suivez les voies. Build it and they will come. Ouais. Excellent. Moi, je peux aller avec un film que j'ai regardé. C'est un court-métrage de comme 40 minutes. Sur YouTube, ça se trouve. Je sais pas si tu connais Gaspard Noé. Oh, attends, t'as pas de son. Joe?
Ouais, je suis là. Ok, t'es là, ok. T'avais plus de son. Tu connais Gaspard Noé? Ouais, ben je l'avais même pas désactivé. Ok. Mais tu Fucké. sais c'est qui Gaspard Noé? Ouais, ben c'est irréversible. Exactement. Puis ce que j'ai regardé, c'est un de ses premiers courts-métrages. Puis OK? c'est la seule chose que j'ai vu de lui. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'il a fait d'autre. Mais tu sais, c'est un réalisateur qui est vraiment fucked up, un peu à la Lars von Ouais. Trier, puis il met des affaires dégueulasses, puis Ouais, vraiment ben j'ai élevé. vu, il y a comme deux de ses derniers films, c'est Climax. Ouais. Puis il y en a un qui c'est comme une affaire de threesome, là. C'est Love. Love. Ouais, Love, c'est C'est ça. ça. Ouais. C'est une affaire de threesome, ça? J'ai pas vu. J'ai rien vu à OK. part ce que je vais parler. Là. Mais je serais curieux OK. de voir ce qu'il a fait parce que ça a l'air vraiment intéressant puis vraiment Ouais, bizarre. Là. ben Climax, il y avait une bonne Sophie Botella. C'est une actrice, elle jouait dans Kingsman 1. Ok, je sais pas. Celle avec les. OK. Bon, Non, pas ça. on s'en reparle. Je sais pas. J'ai pas vu Kingsman, je sais pas. Fudge! Il faudrait parce que c'est gars de Faudrait. Kick-Ass puis j'aime ça. Ben oui. Ben c'est ça. Là, c'est un de ses premiers courts-métrages qu'il a fait en 91, je pense. OK. Ça s'appelle Carne. Puis dans le fond, c'est un boucher qui il coupe Carne, K-A-R-N-E. C-A-R-N-E. C'est ça. OK, j'étais proche. Puis carne, je pense que c'est comme le mot qui désigne la viande de cheval en France pour les bouchers, je sais pas trop. Là. Puis lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il tue des chevaux, puis genre, il mange que de la viande de cheval. Oh, Puis sa fuck. fille, c'est genre une muette, ou elle a un retard, je sais pas trop. OK. Puis elle mange que de la viande de cheval tout le temps, tu sais. Puis là, un moment donné, il y a comme Une bonne diète. de l'inceste, là, tu sais, il est comme... Il s'occupe de sa fille, mais elle est rendue trop vieille, puis là, il la lave comme un enfant, puis là... Genre, il résiste pas à l'inceste. Puis là, un moment donné, sa fille, elle commence à être menstruée. Mais là, lui, il pense qu'elle s'est fait violer. Fait que là, il s'en va voir un gars, puis genre, il se tape fucking violemment. Voyons. Puis là, il se ramasse en prison. Puis c'est tout. C'est comme si la vie sert à rien. Puis le gars, c'est un minable. Puis là, il arrive à la fin, puis il essaie de reproduire la vie qu'il avait avec genre une madame qui s'occupait de sa fille. Mais là, il se rend compte qu'il est vraiment fucking malheureux. Puis que genre, c'est un minable. C'est dépressif comme film, c'est violent, c'est vraiment bizarre, mais. Ça dure combien de temps? Un court-métrage? C'est 37 minutes, je pense, qu'il dure. OK. Il se passe quand même beaucoup d'affaires. Ouais. Ça va vite, genre. Ouais. Puis c'est dérangeant. Ouais, ça doit être dérangeant, c'est ça que j'allais dire, de trop à voir. Je dis pas que c'est un bon film à regarder, mais c'est une belle expérience. C'est des affaires bizarres que t'es pas supposé voir, puis ça te fait vivre des choses. Ben, tu sais, juste Irréversible de Gaspard Noé, c'est quelque chose, tu sais, puis c'est malaisant, tu sais, de regarder ça. Ouais, ben je l'ai pas vu. C'est pas un film que tu regardes à tous les jours, mais c'est un film à voir. Ben, je pense que c'est la même chose que du Lars von Trier. C'est des affaires. Il montre le pire de l'être humain, puis c'est pas le fun à regarder, mais ça existe, puis je pense que c'est sain de vivre cette émotion-là, par procuration, mettons. Ouais. Ben, tu vois, pour faire un lien avec ce film-là, ben, je peux aller avec David Cronenberg. Oui, ben, c'est vrai, c'est un peu. C'est peut-être pas aussi dérangeant, mais c'est quand même des films que, des fois, c'est difficile à regarder. Ouais. J'ai été voir son nouveau film, Crimes of the Future. Ouais. Les Crimes du futur. Ça fait plusieurs années qu'il fait des films. Ben, je pense, comme ses 4 ou 5 derniers films, il allait vraiment ailleurs que dans son genre qui nous a présenté au début de sa carrière, avec The Fly, le remake de Fly avec Jeff Goldblum, que le scientifique il se transforme complètement en mouche. Après ça, t'avais Existence, qu'on a souvent quand même parlé ici, où c'est des jeux virtuels qui se pluguent dans un nouveau orifice qu'ils ont en haut du cul. T'as Crash, qui faisait un peu comment dire, une espèce d'hybridation entre le corps et la machine. Puis Vidéodrome. Ouais, Vidéodrome, Dead Ringer, t'as toute l'espèce de thème d'hybridation. Ben, le body horror, dans le fond. Pardon? Le body horror. Exact, c'est ça. Puis dans ses derniers films, depuis quelques années, on pense à une histoire de violence qui est basée sur un comic. Ça s'éloignait vraiment de son genre de film qu'il faisait avant. Ben, c'est la même chose, dans le fond, sauf qu'il le représente différemment, je pense. C'est plus au niveau de la psyché que de la transformation du corps. Mais il se transforme pareil. Ouais. Puis,
on regarde ça, puis c'est plus un film de gangster, si on veut, comme un peu le film d'après qui a fait le Eastern Promise, qui est aussi avec Viggo Mortensen, dans le fond, joue dans une histoire de violence, puis il joue aussi dans Eastern Promises. Puis, ça revient aussi un peu au même. C'est un film de gangster un peu ukrainien, mais il y a des affaires un peu dérangeantes. Il travaille quand même toujours avec des effets pratiques, des effets visuels pratiques. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ces films. Mettons, il y en a un qui se fait stabber dans la douche, ben, c'est vraiment un couteau que tu vois rentrer dans le corps. Puis, c'est difficile à regarder des fois, mais ça fait la job. Puis, dans le fond, il a fait d'autres films par après qui sont vraiment comme. Qui s'éloignent encore plus que du film de gangster, puis du film de body art, puis tout. T'as Cosmopolis avec Robert Pattinson. Tu l'as vu, ce film-là? Non, j'ai pas vu ça, là. OK, ben, tu sais, c'est Robert Pattinson qui est un jeune homme d'affaires, qui a une entreprise, puis, pas mal tout le film se passe dans sa limousine, où est-ce que, c'est comme on dirait la place où il se sent en sécurité, là, mais c'est son bureau aussi, fait qu'il reçoit tout le monde, tous ses collègues, tous ses partners, si tu veux, de job, il les reçoit dans sa limousine, puis tout le film se passe pas mal là, puis à la fin, il perd comme les pédales, puis là, il y a des guns, puis c'est une histoire de drogue aussi. Puis il y a une méthode dangereuse qui est faite aussi entre Freud puis Carl Gustav Jung. Ouais, Gustav Jung, puis c'est un film plus dramatique, c'est comme un peu biographique aussi, c'est quelque chose de... Ça théorise tellement bien toute son œuvre à travers les théories de Freud. Oui, c'est ça. Le dernier qui a fait, que j'avais moins embarqué dedans, c'était La Carte des étoiles. Puis ça, ça date, je pense, de 2014. Ça fait quand même un bout qu'il n'a pas fait de film qui le représente quand même bien. La Carte des étoiles, tu l'as-tu vu, ce film-là? C'était avec... Ouais. Il y a pas mal de grosses vedettes, mais comme je trouvais que ça... Il n'y avait comme pas de queue ni de tête. Moi, je l'avais pas aimé, mais je pense que dans un deuxième visionnement, j'ai peut-être plus apprécié si on fouille un peu plus à travers les thèmes puis ce qu'il a voulu faire, peut-être. Là. Ah, ben oui, ben c'est ça. C'est sûr qu'il y a moyen de fouiller. D'après moi, on trouverait quelque chose. Mais moi non plus, c'était pas mon préféré. Puis même que j'ai trouvé ça long. T'sais. Mais là, il revient avec un nouveau film, Les Crimes du futur, avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman aussi dans le film. Des critiques de vedettes. Puis le film, pour vrai, ça vient vraiment chercher toute son œuvre du début, puis comme ça représente extrêmement bien comme son plan de départ avec ces espèces d'hybridation entre l'homme et la machine. Puis, dans le fond, l'histoire du film, c'est vraiment complexe là, comme histoire. Il faut vraiment le voir pour vivre cette expérience-là, là, mais c'est dans un futur quand même lointain ou proche, là, selon vous. Puis les gens, il y a des gens un peu qui sont... qui commencent à muter, si tu veux, à l'intérieur, puis ils fabriquent de nouveaux organes. Puis ces organes-là sont rattachés à rien, ils ne sont pas importants, mais c'est de nouveaux organes. Puis là, il y a comme des machines qui peuvent faire une autopsie sur quelqu'un. Puis, dans le fond, la personne, bon, Viggo Mortensen, ça en est une personne qui produit des nouveaux organes. Puis ça devient comme... ça devient l'art des temps modernes, dans le fond, de ce futur-là. Ça vient un peu chercher ce que tu disais, le body art, body horror. Body horror art. Body art, c'est pas l'enfer. Body art, horror. Puis, c'est de l'art, dans ce film-là, c'est une performance qu'il fait. Puis là, il s'ouvre le corps devant les gens, puis ils s'en vont chercher l'organe, puis c'est un organe qu'ils ont tatoué de l'intérieur. En tout cas, c'est spécial comme film, mais c'est une histoire de performance devant le public. Puis là, les gens de ce futur-là, ben, ils ont plus de sexe normal comme on a. Leur sexe, c'est de se mutiler l'un devant l'autre. Puis c'est vraiment fucké comme film. Puis c'est pas pour tout le monde. Moi, je voyais des gens sortir de la salle, puis j'étais comme, bon, ils connaissent pas David Cronenberg. Pourquoi ils sont venus voir ce film-là? C'est sûr que c'est pas un film pour tout le monde, puis les gens vont trouver ça fucké as fuck, mais c'est une grosse critique vers la destruction, si tu veux, climatique là, de la planète, parce que
dans ce futur-là, la nourriture est comme plus pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui peuvent plus manger la nourriture qu'ils ont. Puis là, il y en a qui fabriquent comme de la nouvelle nourriture, mais que c'est comme du plastique. Puis ça se voit d'un autre œil. Il y a comme il y a comme un nouveau groupe d'élite de policiers, genre la brigade des mœurs, là, qui travaillent là-dessus. Puis là, ils sont comme sous couverture. Puis en tout cas, il y a comme toute une histoire autour de cette critique-là là, sur le monde dans lequel on vit, là, qu'on mange notre propre merde, dans le fond. Là. Fait que la pollution, toute la kit. Fait que c'est quand même c'est très intéressant comme approche, puis c'est très original. Là. Moi, j'ai bien aimé ça. Ben, c'est sûr, ça doit être intéressant, parce que Cronenberg, c'est peut-être le plus grand cinéaste canadien au monde. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Non seulement c'est un Canadien, mais c'est un cinéaste. Ouais. Ben, moi. Il y a une plume visuelle libre, bien à lui, puis on l'aime comme ça. Tu sais. Ben, c'est ça. Puis il y a toujours aussi sa façon de filmer, qui est propre à lui-même. Puis ça revient un peu chercher justement les films canadiens. Je vais te parler. J'ai écouté un autre film canadien cette semaine. Puis on retrouve vraiment l'espèce de teint canadien dans les films canadiens. En tout cas, ça, c'est moi, là, mais. Pas pour dire, mettons, des films de petit budget, mais comme la façon dont Cronenberg filme, souvent, c'est comme plus direct à l'écran. Je sais pas, il y a comme une façon de filmer qu'on reconnaît on reconnaît sa réalisation. Puis, dans les films, tu as comme tout le temps une mouche qui tourne autour de toi. Elle vient tout le temps dans l'écran, comme se foutre dans l'écran. Puis là, tu as tout le temps une mouche, comme pendant qu'ils parlent, pendant que les gens parlent, il y a tout le temps une mouche qui tourne autour. En tout cas, je trouve ça intéressant comme approche. Ça peut être fatigant. Tu te dis, ouais, on a une mouche dans l'écran. Mais, mais c'est comme une approche genre, c'est sale. Le futur est sale. Le futur, c'est de la merde. C'est hot. Ouais. Vous irez voir ça. Ben, sûrement, je vais y aller cette semaine. Fait que, on verra. Okay. On verra. J'ai hâte de voir. On se parle de ça. Excellent. Moi, il me reste, mettons, un film et demi. Avec une demi avec toi aussi. Là. Ouais. Je peux aller avec un film et demi aussi, ouais. mon film complet. Ouais, vas-y. J'ai poursuivi mon aventure Ingmar Bergman cette semaine. J'ai le goût. J'ai regardé un film qu'il a fait en 1951. Non. C'est pas son premier, mais il en a fait des années 40. C'est comme dans ses premiers, puis tu sens vraiment qu'il devient ce que Bergman va devenir là, dans ses thèmes, puis comment il l'organise, puis comment il filme, puis tout. Là. Il trouve sa voix. Là. Vraiment. 151, je sais pas avec quel âge il doit avoir, comme dans peut-être trentaine, début trentaine. C'est nous autres, ça, Ben. C'est nous autres. Puis ça s'appelle Summerlack en suédois, mais en français, c'est Jeu d'été ou Summer Interlude en anglais. Ah oui, ça me dit quoi, ouais. Puis dans le fond, c'est une fille qui pratique pour le Black Swan. Elle fait le signe noir en ballet. Ouais, Nathalie Portman, ouais. Nathalie Portman en 51, quand elle avait comme moins 40 ans. Mais... Et puis là, pendant qu'elle pratique, elle reçoit un journal intime de Henrik. Là, tu sais pas c'est qui Henrik, mais là, ça la détruit complètement. Wow! Puis tu sens qu'elle est comme un peu... elle est vraiment froide par rapport à tout le monde autour d'elle. Puis c'est comme si elle s'est mis une barrière et une clôture autour d'elle. Fait que là, le journal qu'elle reçoit, c'est que ça la fait qu'elle va se remémorer des lieux qu'elle a vécu pendant qu'elle était plus jeune. Fait qu'elle s'en va au chalet de son oncle, je me souviens plus son nom. Henri? Elle vague, quelque chose comme ça. Tu sais. OK. Puis quand elle avait comme 15 ans, elle était partie là, puis elle a comme vécu son premier amour avec Henrik. Puis c'est comme si elle va sur les lieux, puis elle se remémore ce qui s'est passé. Puis là, tu te rends compte qu'il s'est passé un accident tragique, puis Henrik est mort, tu sais. Puis depuis ce temps-là, elle s'est comme toute fermée sur les émotions, puis elle est comme froide. Puis c'est comme... Elle veut plus rien savoir, puis c'est comme si elle fait elle chemine à travers sa vie en revisitant comme des flashbacks de sa jeunesse avec Henrik. Ouais. Je pense que d'un point de vue psychologique, c'est un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire ce film-là. Mais on n'est pas encore dans les grandes œuvres de Bergman, je pense. C'est pas du calibre, mettons, d'un personnage, ça fait comme ça, mais c'est très, très solide. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est beau. Ça donne une facture un peu théâtrale aussi. La manière, c'est filmé, comment c'est joué. Là. Parce que je sais que Bergman, il faisait du théâtre à la base, il me semble. OK, ouais. En même temps. Fait que c'est ça. J'imagine que ça se trouve sur YouTube. Là. Peut-être. Faut chercher. Il y a pas mal de bons films qui se trouvent sur YouTube, là. Mais surtout des vieux films comme ça, il y en a plein sur YouTube. Si les gens veulent chercher.
souvent, c'est des films aussi qui sont difficiles à trouver en réel, là, en vrai. Puis, il l'a dans le coffret. Il l'a dans le coffret Criterion de Bergman. Ça coûte genre 300 quelques piastres. Ouais, c'est ça. Ça vous tente. Là. Pas donné, on fait ce qu'on peut. Ouais, c'est ça. Fait que je le conseille, moi. Tout ce que Bergman fait, je le conseille parce que c'est un grand maître du cinéma. Là, mais celui-là était bon. Ouais. Les belles scènes d'amour, ce que tu sens la naïveté, puis tout, puis là, ça brise la naïveté, puis là, tu te ramasses vraiment dans la merde de la vie adulte, parce que ton ami est mort. C'est ça. Tu vois, moi, je suis pas un fan de Bergman, mais faut voir ses films, pour... Ah oui. Faut expérimenter. Ben, tu sais, peut-être tu as le goût de regarder un bon film relax, tu n'écoutes pas du Bergman, sauf que c'est des grandes œuvres existentielles, puis qui te replongent comme en toi-même, puis qui te questionnent toi-même. Fait que c'est important. C'est fun, oui. Ça a forgé le cinéma qu'on regarde aujourd'hui encore. Tu as plein de références à ça, puis c'est important. Ben oui, c'est vrai. Ouais. On reste à jour, gang. On reste à jour. Tu sais, juste, mettons, dans les 500 Days of Summer. Là. Oui. Ben, il y a plein de références à Bergman là-dedans, puis à un moment donné, tu as une scène de Seventh Seal, à un moment donné, qui joue avec les échecs puis la mort. Là, fait que... OK. Aïe, c'est carré. Ouais. T'as jamais vu ça, Seventh Seal, hein? J'ai jamais vu, non. Oh, ça, c'est bon, tu vas aimer ça, je pense. J'essaierai de trouver il est sur ce film-là. Il est sur YouTube. Ah, sur YouTube, OK. Ouais, il est là. Qu'est-ce que on trouve de tout sur YouTube, même un ami. Comme chez Jean Coutu. C'est ça. Aïe. Christy, ben c'est... Là, c'était-tu ton dernier de Bergman que t'avais, ou... Non, il m'en reste vraiment beaucoup. Là. Okay. Il y a genre 40 quelques films dans le coffret. À suivre. On n'a pas fini. Là. À suivre, mon Benz. Oh, ouais. Ah non, ben les grands réalisateurs, ils ont fait tellement de films dans leur vie. Ben, pas tous, mais oui. Ouais, ici, on parle pas de PTA puis Quentin Tarantino qui en font un à chaque 5 ans. Là. Mais tu sais, t'as-tu l'impression que, mettons, dans ces années-là, les années 40, 50, c'était plus facile de faire des films vite, dans le sens que il n'y avait pas toute l'espèce de... La machine derrière eux autres, là. Ouais, la machine, puis le besoin d'avoir du cash. Il faisait des films avec ce qu'il y avait, puis il se trouvait un acteur, puis il se disait, bon, OK, là, tu vas marcher là, puis c'est tout. Il n'y avait pas justement toute cette machine-là autour, puis l'argent. Puis... Ben, je pense que ça dépend dans quel contexte. Parce que, mettons, tu regardes les films hollywoodiens des années 50, c'est des grosses machines. Mettons, Cléopâtre, des comme ça, mais si tu regardes la nouvelle vague française, t'as raison, là, parce que c'était ça le but, c'est la nouvelle vague française. Mais, ouais, c'est ça. Ben, j'imagine que c'est du cas par cas. Là, ouais. OK. J'imagine. Ben, c'est une question. J'ai pas de réponse, là, mais j'imagine. C'est une question parmi tant d'autres, Ben. Ah ouais. On adore ça. On adore ça comme ça. Ouais. Pour continuer, moi, dans la vague cinéma canadien, j'ai regardé un film des années 2000 que j'avais déjà vu étant plus jeune, mais je me rappelle plus tant. Puis là, ça passait à la télé l'autre fois. Puis là, j'ai écouté Ginger Snaps. Je sais pas c'est quoi. As-tu déjà entendu parler de ça? Non. C'est un film canadien des années 2000. C'est l'histoire de deux sœurs un peu gothiques qui ont 16 puis 15 ans. Puis il y en a une qui a comme sauté une année. Fait que là, ils se retrouvent comme dans la même classe là, à l'école puis toute l'équipe. Puis ils sont gothiques. Puis dans le fond, ils prévoient déjà se suicider là, quand les deux vont avoir 16 ans en même temps. Comme ils prévoient un suicide là, à deux pour faire bouger les choses. Je sais pas trop pourquoi, là, c'est pas expliqué vraiment. Mais ils veulent se suicider. Puis il y a comme une bête sauvage dans leur village qui tue tous les chiens des alentours. Fait que là, ils retrouvent tout le temps un chien mort à quelque part. Puis ils sont comme, bon, un autre de mort, c'est bien cruel, tu sais. Puis là, il y a un soir, ils se font attaquer par cette bête-là. Puis c'est un loup-garou. C'est un lycanthrope. Puis dans le fond, là, il y a un jeune que lui, il vend de la drogue. Puis il conduit tout le temps une camionnette. Puis lui, il écrase ce loup-garou-là, genre, pendant cette chasse-là, là, qui se font attaquer. Fait que là, lui, il comprend plus rien. Là, what the fuck, tu sais, je viens d'écraser un loup-garou. Puis, ben, tu sais, ils savent pas vraiment que c'est un loup-garou. Ils regardent que ça ressemble à un lycanthrope, mais lui, c'est parce qu'il voit comme. Il dit plus tard, ouais, je trouvais ça bizarre, il y avait un pénis circoncis, tu sais. Là, il trouvait ça bizarre.
il se disait, c'est un lycanthrope, et tout. Puis là, ben, la plus vieille des sœurs, elle se fait comme mordre. Puis là, elle se fait griffer. Puis elle commence à se transformer, tu sais, en loup-garou. Fait que là, elle a des poils qui sortent un peu partout. Puis là, en même temps, elle a ses menstruations. Fait que là, son corps change comme en même temps, one shot, tu sais. Puis, là, son autre sœur, elle essaye de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis là, l'autre, elle change complètement c'est le cas classique là, de quand tu deviens un loup-garou. Tu changes de conscience, si tu veux, puis là, tu deviens une autre personne, puis là, elle commence à faire l'amour avec tout le monde, puis là, elle s'habille sexy, puis tout le mais elle a une queue qui pousse en arrière du cul, puis c'est comme un virus qui transmet, là, mettons, à coucher avec un gars, puis là, lui, il devient aussi un loup-garou, fait que c'est quand même une approche original, puis c'est quand même le fun à regarder, même si c'est vraiment petit budget, là, les costumes, l'espèce de quand ils deviennent un loup-garou, c'est un peu mal fait, là, c'est sûr que dans les années 2000, canadien, c'est un peu un film, ça ressemble un peu à un film amateur, mais ça s'écoute bien. C'est un peu à la loup-garou du campus, c'est mieux fait que le loup-garou du campus quand même, là. Mais c'est un peu le même type, les loups-garous, mais c'est une approche quand même intéressante. Puis le film est quand même bien coté. Je sais pas si tu as vu. Là, les critiques étaient bonnes. Ah ouais. Ça a été un film, j'imagine, très populaire quand c'est sorti. Puis, il est coté 18 ans et plus aussi, hein, ça se peut-tu? Ah, ben, ça se peut que dans ce temps-là, il cotait de même. Là. Mais il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de. Tu vois pas de sein, rien. Mais c'est peut-être pour le sang, puis l'espèce d'horreur là, autour de tout ce qui se passe. Là. Parce que tu vois des affaires, genre des entrailles, toute la kit. Puis, mais c'est peut-être aussi le fait que les deux jeunes sont suicidaires. Parce qu'ils font, mettons, un travail pour l'école au début du film, puis ils se prennent en photo, mais comme ils simulent leur mort, là, mais comme de différentes façons. Fait que là, ils ont comme du faux sang, là, puis là, mettons, elle fabrique des costumes, genre pour des effets spéciaux, là, genre comme si elle était tombée sur une clôture, puis là, elle est comme morte, transpercée par la clôture, ou ils sont en dessous d'une voiture, puis là, ils ont des entrailles qui débordent. C'est très gothique, là, puis suicidaire là, comme façon de faire. Ça fait la job. Intéressant. Ben, les Canadiens, hein? Tu l'as en VHS? Les Canadiens, on est comme ça. Tu l'as en VHS? Non, ça a passé sur Cinépop. Ah. Eh ben. Un soir cette semaine, ouais. J'ai regardé ça. Intéressant. Cinépop, on trouve de tout, même un ami. Film canadien. Mais tu sais, pour rebondir sur des choses gore un peu. Oui, on a quelque chose de bon. Pour dire, Ginger Snap, en français, c'est Entre sœurs. OK. Fait que ça... OK. Si, admettons, quelqu'un est intéressé là, par le rechercher. Oui, vas-y. Ben, pour rebondir sur le gore, on a un film commun qu'on a déjà jasé autrefois, mais on l'a regardé encore parce que... On l'a trouvé à 20$ en Blu-ray. Moi, j'ai pris en DVD parce qu'il n'y avait plus de Blu-ray, fait que je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était moins cher. Ben ouais. Puis, tu sais, même, c'est pas un film que tu regardes pour la qualité de l'image non plus, là, tu sais. Non. Parce que déjà, dans la façon de filmer, ils ont changé un peu le teint de l'image. Puis ça fait vieillot, là, ça fait années 70, justement. Ben, c'est ça, c'est X qu'on a déjà jasé une couple de semaines. X! Puis, tu sais, le deuxième visionnement, pour moi, était absolument incroyable. Parce que, tu sais, les kills, tu t'attends, tu sais où est-ce qu'ils vont arriver, puis tu t'attends à ce que ça va être bon. Ouais. Sauf que vu que tes attentes, c'est encore meilleur parce qu'ils sont vraiment satisfaisants, ils sont vraiment violents. Tu dis, oh wow, c'est tellement bon. Les dialogues sont meilleurs. Tu sais, la première fois que je l'ai vu en français, là, je le vois en anglais, ça fait du bien parce que le doublage n'était pas bon. C'est ça. Très bon deuxième visionnement. Je sais pas ce que t'en as pensé. Là. Ouais, ben oui, mais moi, c'est ça. C'est deuxième visionnement, un peu la même chose. Tu t'attends à ce qu'il se fasse tuer à ce moment-là. Puis là, ça arrive, puis là, t'es comme, c'est jouissif. C'est comme, fuck yeah. Parce que tu regardes un film comme ça, puis c'est ça que tu veux voir. C'est un slasher, puis tu t'attends à ce qu'il y ait justement des morts violentes, puis on nous a donné ce qu'on voulait. Fait que, le film en soi, il est très bien fait. C'est pas le meilleur film de tous les temps, mais c'est un bon film pour ce qu'il est, puis pour ce qu'il doit être aussi. Là. Puis moi, c'est un film que j'aurais pas de misère à réécouter souvent parce que c'est tellement le fun. Là. C'est vraiment le fun. Ça s'écoute facilement. Ouais.
pas accessible à tous. Hein? Il y a du sexe, il y a du sang, il y a des scènes un peu malaisantes, mais c'est très bon en soi. Puis j'ai hâte de voir la suite, là, Pearl. Ben, ça sort cette année, je pense. Ouais. Fait que, puis c'est ça, on comprend un peu plus l'espèce de lien entre la jeune puis la vieille. En tout cas, en sachant que c'est la même actrice qui joue la vieille, on peut s'imaginer d'autres affaires. Puis c'est ça qui est curieux et intéressant. T'sais. C'est vrai, je trouve que l'aspect tout identitaire entre les deux personnages, c'est comme un personnage. Puis c'est vraiment intéressant quand tu portes attention à ça, là, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont un peu la même quête, les deux. Là, ils ont un peu la même quête de ne pas devenir l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Ouais. Mais la vieille, on dirait, elle voudrait être la jeune, puis la jeune, elle voudrait pas être la vieille, mais dans le fond, c'est comme la même personne, qui se voit plus jeune, puis l'autre, en tout cas, c'est écœurant, mystique. X. Fait que ça conclut, moi, ma semaine. Moi aussi. Qu'est-ce que tu regardes quoi pour la semaine prochaine? Je vais aller voir Babysitter de Monia Chokri, fait que je vais regarder La femme de mon frère de Monia Chokri aussi, pour complémenter, puisque c'est très bon. OK. À part ça, je sais pas, on verra. On a plein de films à regarder. Moi, je vais sûrement me taper toute la série de Jurassic Park. Ça sort vendredi, c'est vrai. Parce que vendredi, j'ai déjà mis billet. Jurassic World Dominion. Très hâte de voir ça. Très hâte. Ça a l'air d'être une conclusion épique comme on aime. Puis là, tu revois les 3 acteurs originaux, qui est Sam Neill, Laura Dern puis Jeff Goldblum. Fait que j'ai très hâte de voir comment ça va être. Le film dure 2h23, je pense. Fait que on a de la chair autour de l'os. À suivre. Pour pas faire un jeu de mots avec les dinosaures. À suivre, c'est certain. Sinon, ici et là, je vais sûrement finir la première partie de Stranger Things 4. Donc, c'est 7 épisodes, puis ça dure pas mal, 1h15, 1h30 chaque épisode. Fait que c'est quand même... C'est un long film, là. C'est un long film. Ouais. C'est écœurant. Je suis curieux, j'ai jamais regardé ça, fait que je suis curieux de savoir... je pense que t'aimerais ça. Sûrement. Parce que ça s'écoute quand même bien, tu sais. Chaque saison a 7-8 épisodes. Fait que je pense que la première saison, elle a 8 épisodes, la deuxième 9, puis la troisième 7. Fait que ça s'écoute quand même bien. Tu pourrais écouter ça en une soirée. Ah ouais, 1h30 par épisode. Ça fait un job. Voilà. Que... On se tient au courant, Dan. Toujours. Puis on regarde des films à Qu'est-ce que tu regardes? Salut.